3 âmes, 3 prières. Je suis un arc entre tes mains, Seigneur. Tends-moi, ou je pourris. Ne me tends pas, Seigneur, je me briserai. Tends-moi, Seigneur, et que je me brise. Nikos Kazantzakis. Au début, il y eut l'Éternel, l'incorruptible, l'infini, le chaos. Le chaos, source de la vie dans l'univers. Du chaos est née la terre, la belle déesse toute-puissante, mère des respirations et de l'éternité. Des entrailles de la mer sont nées les ténèbres sombres, les rêves terribles et la nuit éternelle. De la nuit et d'Érévos sont nés les terres et le jour. La belle terre a fait naître Uranus, les fières montagnes et la mer qui s'est déversée de ses entrailles. Du chaos est née la force unique, le bercement tendre de l'amour. Eros. D'Uranus et de la terre sont nés 7 filles et 6 fils, tous titans terribles et tout-puissants. Du titan Océan et de la déesse Tissia sont nés les Océanides, déesses de la mer. Du titan Hyperia et de la déesse Sia sont nés la lune et l'aurore. Astréos et Io remplirent le ciel d'étoiles et firent naître les vents. De la terre sont nés aussi les 3 cyclopes à l'œil frontal et 3 géants à la force terrible et auxquels personne ne pouvait résister. Alors le ciel, très furieux, les enferma dans le ventre de la terre. La mère terre souffrit tant qu'elle finit par convaincre son fils Cronos de se révolter contre son père et de lui prendre le pouvoir. Comme Cronos eut peur que ses propres enfants prissent à leur tour le pouvoir, il les avala l'un après l'autre dès qu'ils naquirent. Il avala ainsi Hestia, Dimitra, Héra, Hadès et Poséidon. Mais leur mère Rhéa, effrayée à l'idée de perdre son dernier enfant, suivit les conseils du ciel et de la terre et s'en alla donner le jour à Zeus dans l'île hospitalière où Eros et la fierté font naître des dieux. Le nom de cette île est la Crète. La Crète est l'île qui, plus que tout autre, a toujours été le berceau d'une civilisation splendide, dès le début de l'histoire de l'humanité. Celui qui visite la Crète rencontre dans chaque pierre, chaque souffle, chaque regard, l'épreuve de cette civilisation majestueuse. Le passé coexiste avec le présent. Dans les yeux chaleureux des fiers Crétois, dans leur vie quotidienne, dans l'air même, on retrouve la civilisation de Minos, l'écho des canons vénitiens, la voix sonore du pirate Eredin Barbaros, celle des conquérants turcs, les coups de feu des combats en Crète,
la grande figure de Elefthérios Venizelos, l'esprit de Nikos Kazantzakis. Une suite infinie de moments qui ont marqué l'histoire mondiale et qui entraînent le visiteur dans l'espace et le temps magique et lui offrent les charmes de la civilisation, la beauté, la fierté et l'enivrement du Raki. L'île est formée de 3 chaînes montagneuses pleines de forêts, de villages et de rivières. Nous entendons le cri des mouettes jusqu'au mont Lefka-Ori et l'écho qui le renvoie jusqu'au Lassitiotika. À l'ombre de ces montagnes sont nées des générations de Crétois qui ont combattu à Chania, sont tombés amoureux à Réthymnon, furent heureux à Saint-Nicolas et créèrent des chefs-d'œuvre à Héraclion. Les Crétois retrouvent leurs racines profondes sous les pierres de leur terre, des pierres arrosées de raki et de sang. Tout ici, ensemble et séparément, constitue cette île que nous commençons à explorer, connaître et aimer. À l'ère néolithique, les premiers hommes de Crète habitaient les grottes. En l'an 2700 avant Jésus-Christ, les premiers envahisseurs débarquèrent d'Anatolie et peu à peu s'assimilèrent aux autochtones. L'ère de bronze commençait, où les Crétois furent les pionniers. Ils construisirent alors des maisons avec un plan architectural. Les premières couleurs apparurent sur les poteries. Une écriture à caractère iconographique vit le jour. En l'an 2000 avant Jésus-Christ, ils construisirent les premiers palais à Knossos, à Phaistos et à Malia. Du nord vinrent les Achéens, traversant la Macédoine, la Thessalie, l'isthme de Corinthe, pour arriver enfin au cap Ténaron. Ces premiers Hellènes arrivèrent en Crète avec des dispositions pacifiques. Mais une révolution terrible eut lieu à cette époque, et les palais de Knossos et Phaistos furent complètement détruits, à l'exception du palais de Malia déserté. Ces événements furent suivis d'une grande crise économique. Cependant, 50 ans plus tard, Knossos est reconstruite. Le roi Minos règne, roi de 100 cités. La dynastie de Minos s'étendit sur la Crète de 1700 avant Jésus-Christ à 1400 avant Jésus-Christ. Minos était-il un demi-dieu, fils de Zeus? On ne saurait le dire. Ce que l'on sait, c'est qu'il construisit la Crète à l'apogée de sa force et de sa gloire. Le commerce ne se limitait pas seulement à la Grèce et aux îles, mais s'étendait à l'Égypte, à la Syrie, à la Phénicie et à l'Asie mineure. Et les vases minoens voyagèrent dans toute la Méditerranée. La civilisation fleurit dans toute l'île. Phaistos, Tilissos, Nirou, Hani en furent de hauts lieux. Vers le XVIe siècle avant Jésus-Christ, un débarquement achéen sur l'île détruisit tout à l'exception de Knossos. Le roi Minos dut composer avec eux pour quelque temps. Une seconde invasion catastrophique fut fatale à la dynastie minoenne qui s'éteignit. La succession fut prise par un roi achéen et les Hellènes. Leur capitale était Mycène. Ni la pierre sacrée, la hache double, les arbres sacrés ou la grande divinité des Crétois ne purent sauver la Crète de la léthargie. Elle n'exista plus que dans l'obscurité à l'ombre du monde classique hellénique. Et seul Alexandre le Grand sut reconnaître la valeur et la bravoure de ses guerriers. En 823, les Arabes envahirent l'île et y demeurèrent un siècle.
Byzance les en chassa. Mais après la 4e croisade, les navires génois et vénitiens apparurent sur l'archipel. Dans ce climat d'oppression, et sous l'épée des conquérants, naquit cependant le peintre Domenico Theotokopoulos, appelé El Greco, et le poète Kornaros écrivit son Erotokritos. Mais les Turcs attendirent patiemment pour attaquer. Ils trouvèrent l'occasion propice lorsque les chevaliers de Malte capturèrent un navire turc en route pour la Mecque. Les Turcs prirent l'île après une résistance de 23 ans des Crétois. Les 2 siècles de 1669 à 1898, dominés par les Turcs, furent les plus obscurs de l'histoire crétoise. En 1898, avec l'aide de l'Angleterre et après plusieurs révoltes, la Crète devint autonome pour être rattachée à la Grèce en 1913. Le sang devait encore une fois teindre les fleurs sauvages de la Crète, lorsqu'Hitler décida, par l'opération Hermès, d'envahir l'île. Ce qui va obliger les soldats crétois, aidés des Anglais, Néo-Zélandais et Grecs, à reprendre les armes pour le combat de la liberté. Comme la mère qui perd son dernier enfant, la Crète a souffert, car la Crète est une mère qui souffre pour tous les enfants. Et les parachutistes allemands étaient aussi des enfants fanatisés, chez lesquels toute la passion de la jeunesse a été transformée en une dévotion perverse à Hitler et au mirage de la conquête mondiale, comme l'a écrit Stewart. Et ainsi la Crète est de nouveau occupée. Cependant le soleil se lève libre sur le Psilloritis, et les nymphes Adrastia et Ida, qui ont nourri Zeus avec le lait de la chèvre sacrée Amalthea, sont encore là pour accueillir le visiteur sur l'île.
Chania. Chania fut construite sur l'ancienne Sidon, ville où l'histoire est restée vivante et où les traces des Vénitiens sont ancrées dans les murailles, sur les demeures et dans l'arsenal. C'est en 1252 que les Vénitiens plantèrent leur drapeau à Chania et y construisirent de splendides demeures, des églises, des forteresses et le port. Les Génois devinrent ensuite maîtres de la ville de 1267 à 1290. Castelli était une citadelle avec, entre ses murailles, le palais du commissaire et les riches maisons vénitiennes. Le terrible pirate Barbaros pilla alors Chania et la ville fut ensuite conquise en 1645 par les Turcs. En 1897, les Alliés débarquèrent sur l'île pour aider les Crétois dans leur combat contre l'oppresseur turc. Ainsi, Chania, après son annexion à la Grèce, devint la capitale de la Crète. Dans cette ville où l'écho des pas d'Eleftherios Venizelos a résonné, aujourd'hui une foule de gens, visiteurs et autochtones, remplit les rues d'animation et de vie. Témoignage d'une ville mouvante, d'une ville à l'affût d'une source de développement économique, culturel et touristique. Un monde gai vous attend dans les vieux quartiers autour du port vénitien. Ici, on a l'impression que le temps n'a pas d'emprise. Et la chanson, l'insouciance, le souffle de vie circulent sauvagement dans le sang. La vie prend alors la forme d'une boisson à boire jusqu'à la lie pour étancher sa soif. Dans les petites tavernes du port et de la ville, se dégustent des spécialités gourmandes et des vins fins crétois. Se consomment aussi de délicieux kalsounia, les célèbres feuilles de vigne farcies appelées dolmadakia, et de tendres boureki. Sans oublier les escargots et les oursins. Ensuite, une mer douce et tiède attend le baigneur à Neaora et à Galata. On peut aussi en Crète faire un clin d'œil à la beauté, au soleil en sirotant une orangeade, à la paresse. Ensuite, comme une déesse sortant de son bain,
et qui aurait abandonné sa tunique, arrive le crépuscule. Les derniers rayons du soleil sont comme des bateaux chargés des promesses d'une nuit pleine de délices. La nuit, c'est une invitation à l'amour et aux promesses. Le temps de penser est celui de s'amuser. Pour beaucoup de monde, le bon temps signifie un bon repas dans un bon restaurant, ou boire un verre dans un bar. Comment résister à tant de délicieux mets généreusement offerts par la mer et grillés au charbon de bois? Odeur de mer et odeur de bois. Arrosé des vins crétois, le résinat et du fameux raki qui laisse dans la bouche une saveur âpre. Et qui apporte, à l'image de la nuit, une douce félicité. Γεραγιάτζι στολίζουνε, άντε σαμάν αμάν. Une nouvelle journée commence avec de nouveaux jeux au bord de la mer, sur les plages d'Aya Marina ou de Platania.
longeant ces belles côtes bleues et en traversant le plateau de Malos, on arrive aux gorges de Samaria. Seule une main divine divisa majestueusement les montagnes, créant la gorge de Samaria. Cette gorge n'a pas d'égal en Europe, et le Conseil européen l'honora de son Grand Prix en 1980. Mais quel conseil, quel homme pourrait donner de prix à cette perfection? Il faut pouvoir marcher 18 kilomètres durant dans un paysage de fleurs, de calme et de silence, et mettre le pied à l'eau 47 fois pour franchir la gorge. Dans ce lieu d'enchantement, l'on a parfois pour lointain compagnon de marche le bouquetin crétois, avec les cornes duquel, dans l'Antiquité, l'on faisait des arcs. La gorge est ouverte du 1er mai au 31 octobre. N'oubliez pas d'écrire vos impressions dans le livre des visiteurs. Dans ces pages se côtoient toutes les langues du monde. Hommage à cette merveille.
la largeur de la gorge se rétrécit de 150 mètres à 3 mètres en certains endroits, et ses parois s'élèvent jusqu'à 300 mètres de haut. À la sortie de la gorge, vos pas vous conduiront à Sainte-Roumélie, où l'Organisation à la promotion du tourisme crétois aura le plaisir de vous remettre, en récompense de vos efforts, un diplôme. Sainte-Roumélie est un village de pêcheurs, avec des restaurants, des hôtels et des côtes féeriques. Ce village est construit sur les ruines de l'ancienne Tara, où l'on suppose qu'il y eut des verreries d'après les fouilles archéologiques. Prenons ensuite un petit bateau pour Sfakia et les remparts de la liberté. Une terre qui n'a jamais connu le conquérant, un peuple qui n'a jamais baissé la tête, et dans les veines duquel coule du sang dorien. En 1821, pendant la Révolution grecque, les Sphacaniens sont les premiers à se soulever en créant leur assemblée particulière. Ici, on ne parle pas de vie ou de mort. On parle seulement de l'âme sphacanienne qui n'a peur de personne. Celui qui veut connaître la liberté et le courage doit se rendre à Sfakia, car ici, les mœurs et les coutumes anciennes y demeurent. À l'est de Hania, dans la région d'Apokorona, on peut voir le seul lac de Crète, le lac Kourna. Dans l'Antiquité, il y avait là la cité d'Hippocoronio. Aujourd'hui, il ne reste rien. Seule la beauté du lac réjouit nos yeux. Les eaux du lac proviennent des montagnes alentours et de deux sources souterraines au lac. Ces eaux sont poissonneuses. On y pêche notamment l'anguille, et diverses espèces d'oiseaux peuplent sa surface. Dans le lac se trouve un profond courant souterrain qui, 4 km plus loin, ressurgit pour donner naissance à la rivière Almiros. Ici, en 1897,
les révolutionnaires crétois, dont Elefthérios Venizelos, levèrent leur drapeau. À 60 km environ de Hania se trouve Réthymnon. Une pierre sur l'autre, et toutes ensemble, forment le château de Forteza. Chaque pierre raconte son histoire. L'une parle de l'ancienne Réthymna, sur laquelle a été construite la ville actuelle. L'autre, de soldats et commerçants vénitiens. De l'occupation ottomane, de Georges Cortazis, qui écrivit Hérophilie au XVIe siècle. Le petit port vénitien est très pittoresque. Le passé et le présent y coexistent. En se promenant dans la ville, nous pouvons voir plusieurs églises qui furent utilisées comme mosquées par les Turcs durant leur occupation. Nous pouvons encore admirer les portiques vénitiens du XVIe et XVIIe siècle. Nous pouvons aussi voir les balcons en bois des maisons turques. Maisons dans lesquelles passèrent et vécurent Vénitiens, Arabes, Turcs. Maisons pleines de beauté et d'histoire qui leur est propre. En cheminant dans la ville, nous croisons beaucoup de ces églises transformées en mosquées par les Turcs, dont l'une s'appelle la mosquée des Grandes Portes, construite en 1670. Mais plus impressionnant est son minaret, construit plus tardivement en 1890. L'architecture de ces maisons ne cesse de nous surprendre. Nous trouvons ensuite la fontaine Rimonti, construite en 1588. Une grande compétition sportive a lieu chaque été à Réthymnon, appelée Vardinoiania, du nom de Pavlos Vardinoiannis, grand politicien et bienfaiteur de l'île.
et plage ensoleillée de Réthymnon offrent l'opportunité des jeux de mer utilisant votre imagination et votre amour. C'est le temps de dire au revoir au château de Forteza et à l'historique Réthymnon pour se rendre 22 km plus à l'est au monastère d'Arcadie. Le 9 novembre 1866, 966 personnes se trouvaient en Arcadie, dont des moines, des enfants et des femmes, et seuls 250 hommes aptes à combattre. Près d'Arcadie, le soleil s'assombrit. 15 000 Turcs, Égyptiens, Albanais livraient bataille. Le combat fut terrible. L'ennemi envahit Arcadie et le moine Gabriel Marinakis fit sauter la poudrerie. Arcadie devint le symbole de l'indépendance. Dans ce couvent historique, on peut encore entendre l'écho du combat, avec comme général Saint Georges. Un combat qui se termina comme toutes les guerres sanglantes. Du sang, encore visible sur l'icône de Jésus-Christ. Nous quittons Arcadie et son monastère pour Aya Galini. Un pittoresque petit port, paisible et tranquille, sur le golfe de Libye, adossé au mont Psiloritis qui semble le protéger. Sur la place du village principal Spili se trouvent 19 têtes de lions sculptées dans le marbre et servant de fontaine.
Après avoir étanché notre soif et nous être bien reposés, nous reprenons notre route pour Etimnon. À 700 mètres d'altitude se trouve le village d'Anoia. Sur la place centrale se dresse la statue de Vassilos Skoulas, ami et collaborateur de Venizelos. Anoia est réputée pour ses artisans tisseurs créant de très beaux tapis, couvre-lits, sacs, etc. En 823, les Sarrasins le fortifièrent et y creusèrent un fossé autour d'un retranchement entourant la ville. Ce fossé donna à la ville le nom de Rhandakas. À l'époque byzantine, Rhandakas resta la capitale de la Crète, de même qu'en 1204 sous les Vénitiens, mais elle prit le nom de Cantia. Les Crétois lui gardèrent le nom de Castro ou Mégalo-Castro. Son dernier nom, Héraclione, fut choisi par l'Assemblée des combattants qui se réunit au siècle dernier à Arménous. Qui symbolise le mythe de l'homme crétois décrit dans l'œuvre de Nikos Kazantzakis et dont il s'inspira pour beaucoup de ses romans, comme Le Christ recrucifié, La dernière tentation et d'autres livres qui suscitèrent polémiques et passions. Je n'espère rien, je n'ai peur de rien, je suis libre. La construction de la cathédrale Saint-Minas débuta en 1862 et s'acheva en 1895. Héraclione devint un centre commercial et artistique. On dit que le célèbre peintre crétois Domenico Theotokopoulos dit El Greco fit ses premières études dans le couvent de Sainte-Catherine.
Les loges vénitiennes devinrent la bourse durant cette période. En 1828, Francesco Morosini fit construire une magnifique fontaine où nous voyons des nymphes, des tritons, des dauphins et 4 lions sculptés dans la pierre. Sur la place de la Liberté, qui est au cœur de la ville, se dresse la statue du soldat inconnu. Il ne faut pas quitter Héraclione sans avoir visité le musée archéologique. En 1900, l'archéologue britannique Arthur Evans découvrit le village de Knossos. Cet ensemble de bâtiments uniques, splendides, était le palais du roi Minos. Knossos, cœur de la Crète, cœur de l'humanité. L'histoire de Knossos commence à l'époque minoenne, après l'époque néolithique. Elle s'étend sur plus de 3000 ans. Minos était le fils de Zeus et d'Europe, et avait pour habitude de visiter tous les 9 ans les grottes d'Andros pour s'entretenir avec son divin père. La mythologie nous dit que l'épouse de Minos, Persiphae, s'accoupla avec le taureau sacré et accoucha du Minotaure. L'artiste athénien Dédale construisit le labyrinthe qui devint la prison du Minotaure. Alors, sous la domination crétoise, envoyait tous les 9 ans 7 vierges et 7 jeunes hommes en offrande au Minotaure. Thésée, avec l'aide de la fille de Minos, Ariane, tua le Minotaure et délivra ainsi les Athéniens de ce sanglant tribut.
Laissant derrière nous Knossos et Héraclion, nous arrivons au village traditionnel d'Arolitos. Les traditions sont ici partout présentes. Nous pouvons boire le raki et le soir, écouter la fascinante musique qui nous invite à la danse.
qu'il est impossible de ne pas se joindre aux festivités. À chaque instant, la figure de Dionysos semble vouloir apparaître des vignes et du vin, entourée des Ménades et des Satyres. À partir de ces vignes et de ces raisins, on obtient les fameux vins crétois qui sont exportés partout dans le monde. Une des plus précieuses productions de la Crète est le raisin que l'on laisse sécher au soleil. Les olives cueillies sur l'olivier, le plus ancien et le plus sacré des arbres, donnent la précieuse huile, fameuse en Crète. L'air est rempli d'un parfum d'orange qui est une autre production de la Crète. Aya Pelaya, un bon endroit pour la pêche le matin, pour se détendre sur la plage et se divertir le soir dans les tavernes et les discothèques jusqu'au petit matin. Le bleu de la mer joue avec le vert des arbres comme à Kerato-Kambos. Les parfums de la campagne et de la mer envahissent jusqu'aux habitations des vacanciers et aux petites tavernes de la plage. Les petites criques de Tsoutsouros sont idylliques pour l'intimité. C'est un vrai plaisir de déguster ces moments privilégiés en symbiose avec la mer. Regardez une famille heureuse, un bouquet de fleurs face à la mer, où des villageois dans leurs traditions participent de la même beauté.
Matala. Dans ce rocher se brisent le soleil et les vagues, et dans les grottes se répercute leur écho. Des vagues qui semblent souhaiter la bienvenue aux visiteurs qui viennent vivre des moments libres, des moments d'été. Un des endroits les plus cosmopolites est Chersonissos. En plus de la beauté alentour, y compris la mer et ses plaisirs, l'on trouve des bars sympathiques, des hôtels, des appartements, des chemins pour la promenade, des endroits pour se détendre et tout ce qui se peut désirer. Plus loin, Stalida avec ses eaux tranquilles, ses belles maisons et ses hôtels tout au long de la plage. Plus loin encore se trouve un autre endroit cosmopolite, Malia. Avec des plages pour les jeux de mer et de plein air. Quand le crépuscule s'installe, toute la région de Chersonissos, Stalida, Malia vous offre 1000 plaisirs. Petit bar près de la mer, grill pour souvlaki et grillades, cafétéria pour boissons et glaces. Pizzeria pour des spécialités de pizza. Pubs et discos pour moments fous jusqu'au matin.
Et maintenant, quittons ces beaux endroits que sont Chersonissos, Stálida et Malia, et dirigeons-nous vers Aio Nikolaos, sans oublier de passer par le plateau de Lassiti. Ce plateau s'élève à 850 mètres d'altitude et est riche en produits agricoles. Autrefois, l'on trouvait en cet endroit 1000 moulins. Comme partout en Crète, les gens sont accueillants et hospitaliers. Le dimanche, les cloches sonnent dans tout le village de Magoulas et les autres jours, l'on entend le rire de ses habitants. Magoulas, un village fameux pour ses travaux de tissage artisanaux. Sur le golfe de Mirambelou, Aios Nikolaos nous souhaite la bienvenue. Si vous faites une promenade dans les rues de cette ville, vous ne l'oublierez jamais. Sur le visage des visiteurs se lit la joie et la satisfaction. Le joli petit lac qui se trouve dans la ville a été formé par le cratère d'un volcan il y a des milliers d'années. Son nom est Almiri. La petite église de Saint-Nicolas a donné son nom à la ville. Une ville de rêve, une ville où tous les désirs se réalisent, une ville qu'il est difficile d'ôter de son cœur. Les ruines de la vieille ville d'Olunda se situent à l'intersection de Spinalonga et du golfe Mirambelou. La baie d'Olunda est protégée naturellement par son îlot, c'est pourquoi c'était un repère de pirates.
Aujourd'hui, on l'appelle Elunda et c'est un endroit avec un grand environnement touristique, hôtel, plage avec cafétéria, taverne face à la mer. Et lorsque le soir les feux s'allument, l'on peut contempler leur reflet dans l'eau. Et au rythme des discothèques, la vie s'anime. Un rythme qui rend fou à tout âge. Dans les tavernes, la danse continue avec les Ebetiko, Asapiko, Sifteteli. Au sud d'Aios Nikolaos se trouve Viera Petra. Viera Petra. Les Byzantins, les Sarrasins et les Vénitiens ont passé par cette ville dont les côtes sont à 230 mailles marins des côtes africaines. La mer de Viera Petra ensorcelle le visiteur. Écume blanche, visage souriant, voile tendu. Les nuits de pleine lune sont des moments inoubliables de l'été. L'été ici ressemble à une fille amoureuse dans des bras aimés et qui sait que Viera Petra peut lui offrir ce qu'elle a toujours souhaité.
toujours à l'est d'Aios Nikolaos, nous trouvons Scythia avec ses rivages calmes. Une ville active dans toutes les périodes de l'histoire crétoise. Beaucoup de ruines de villes anciennes se trouvent aujourd'hui au fond de la mer, en raison de séismes qui déstabilisèrent l'île, l'enfonçant dans la mer à l'est pour la surélever à l'ouest. La deuxième quinzaine du mois d'août a lieu la fête du raisin Sultaninas, organisée par le Touring Club grec. Fête en l'honneur de la vigne, de Dionysos et de ses adeptes. En août également ont lieu les fêtes de Kornaros, en souvenir de Vitsangos Kornarou, auteur d'Érotokritos, et les fêtes de la nuit de la pleine lune à Vaille. Vaille. La coutume veut que les pirates aient pris l'habitude de jeter sur la plage leur noyau de dattes, et c'est ainsi que les palmiers sortirent de terre. L'azur et la palmeraie offrent aux yeux une beauté exotique. Le voyage en Crète est une fête, la fête de la vie. Chaque endroit de l'île a une histoire à nous conter, une légende à nous confier,
Une chanson pour danser. Kalamaki, une plage pour les jeux, l'amour, face à la mer. Colline Barry, une région unique pour nager, pour le windsurf et le ski, le tout agrémenté de fêtes gastronomiques. Une promenade d'1 kilomètre nous conduit au monastère de Gonia, construit en 1618 et comprenant une bibliothèque, un musée, des icônes byzantines et des fresques. Du rocher de Gonia, envolons-nous au-dessus du cap Rhodopos et faisons une pause à cap Grand Voussin. Agria Grand Voussin est une île sèche au nord-est de la Crète. Iméry Grand Voussa est son fort qui a joué un rôle important pendant la Révolution de 1821. Balos, une part de mer intérieure d'une beauté d'hier. Palasarna, sur la côte ouest de la Crète, où s'élevèrent lentement les villes doriennes. Aujourd'hui, nous pouvons voir les ruines de ces villes et les traces de la côte, loin à l'intérieur des terres, vestiges des séismes. Chrysos Kalitissa. Les 90 marches qui conduisent au sommet du rocher sont au nord. La tradition veut que celui qui ne les voit pas soit un pécheur. Mais il pourrait voir le monastère de Chrysos Kalitissa, dédié à la Sainte Vierge et à la Sainte Trinité. Et la Phoenicie. Dieu, avant de créer le paradis, créa et la Phoenicie, afin d'avoir un modèle. De fait, et la Phoenicie est le paradis. Un coin de terre entre ciel et mer, avec pour passager le rêve et la beauté, avec en abondance une grande variété de poissons.
Paléo-Hora, avec ses monuments byzantins et moyenâgeux, ses hôtels, ses restaurants, ses campings et ses plages magnifiques. On retrouve ces mêmes plages hospitalières à Souya, située sur l'ancienne Sia, idéale pour sa tranquillité et la relaxation. Ayaroumeli est à la sortie des côtes Samarias. Sfakia. Nous arrivons à Frago Castello avec ses plages festonnées et le magnifique fort construit en 1371 par les Vénitiens. Plakias, un joli village de pêcheurs au sud de Rétimnon. Monastère Preveli, la plage avec sa rivière et ses palmiers où se rejoignent le calme et la beauté. Voici la Crète, sang et amour, fierté et tendresse, tonnerre et nuit sereine. Le moment est arrivé de dire adieu au soleil et à la mer. Mais les Crétois ne disent jamais adieu, car celui qui pose le pied sur cette île d'amour et de mer ne peut jamais partir.